Entier, je trouve ça très flatteur. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à vous tous et toutes. Pour ceux et celles qui n'ont pas eu le malheur, le bonheur, l'honneur ou tout simplement l'occasion de me rencontrer avant, Denis Lantier, responsable du programme de conseil professionnel et de soutien juridique pour la DFO depuis 2012. Donc, rapidement, mon expérience, 38 ans en éducation, 28 ans en enseignement du droit, 10 ans à la direction d'une école secondaire. D'ailleurs, toutes mes années en éducation ont été faites dans la même école. Une espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, après 4-5 ans, on te transfère assez vite ou on te demande de te transférer assez vite dans une école. Ceci étant dit, je veux d'abord remercier Jean-Pierre de nous donner l'occasion à Harold et moi, qui aura la chance de se présenter tantôt, de pouvoir vous rencontrer puis de pouvoir discuter avec vous de différents sujets. Dans le passé, le mandat principal ou les interventions principales du programme de conseil professionnel et de soutien juridique était surtout de venir en aide aux gens qui se retrouvaient dans des situations litigieuses ou qui avaient besoin de conseils ou qui avaient besoin de parler à quelqu'un pour les conseiller, les guider, les renseigner sur ce qui se passait ou ce qui allait revenir. Et cette année, on a voulu élargir un petit peu notre mandat justement en mettant sur pied ou en mettant à la disposition des cotisants et cotisantes des webinaires. On a l'intention d'en faire probablement 3 cette année, en plus probablement d'un autre atelier ou colloque. Donc, on veut aller chercher des sujets qui touchent les membres dans l'exercice de leurs fonctions. Et l'intention première des webinaires, c'est évidemment de vous donner le plus d'informations possible sur des sujets qu'on pense être contentieux, des sujets qu'on pense qui répondent clairement à des besoins de nos membres, de nos cotisants. Et il y a un autre élément aussi qu'on s'apprête à mettre sur le marché, si vous voulez, c'est toute la question des fiches informatives. Donc, c'est des genres de one-pager qu'on appelle en anglais, excusez l'anglicisme. Donc, c'est des genres de feuilles sur lesquelles vous allez retrouver un sommaire de tout ce qui peut toucher un sujet. Puis, on en a 2 qui sont prêtes et qui vont être lancées, là, si ce n'est pas d'ici à Noël, probablement en début janvier. Par exemple, il y en a une sur le devoir de signalement, puis une autre sur le harcèlement qui sont prêtes. Donc, vous retrouvez sur cette feuille-là tous les éléments légaux, professionnels, conseils, ressources, répercussions sur un sujet très précis qui vous permettra, une fois que vous aurez cette feuille-là en main, de peut-être les imprimer, les mettre dans un cartable ou les classifier dans un de vos dossiers à l'ordinateur, puis de vous y référer si jamais ce genre de situation-là se présente. Bien, on sort la feuille rapidement, on jette un coup d'œil, nos numéros de téléphone vont être là, nos adresses courriels vont être là. Puis pour la suite des choses, bien, comme on dit toujours, on vous incite fortement à profiter de nos cheveux gris, de notre expérience, de notre sagesse, puis de nos conseils au sein du programme pour justement pouvoir profiter de tous ces services-là. En lien avec le webinaire d'aujourd'hui, avant que je partage mon écran puis que je vous présente le diaporama à l'écran en même temps qu'on vous donnera des informations, c'est un sujet qui est, je dirais, à la page dans les demandes ou les appels qu'on a depuis 2 ans. Heureusement, pour les gens qui nous appellent, qui demandent des conseils, mais malheureusement aussi en même temps, pour la situation qu'on est appelé à vivre, on a de plus en plus d'appels sur des directions ou des directions adjointes qui ont certains problèmes de relations ou de climat de travail avec leur adjoint ou leur direction, dépendamment qui nous appelle. Et lorsqu'on a vu les statistiques un petit peu monter par rapport à ce sujet-là, on a cru bon que c'était important de présenter l'atelier ou le webinaire auquel vous allez assister aujourd'hui. Quand on parle de relations de supervision, c'est clair que chacun et chacune d'entre vous qui êtes présents aujourd'hui, là, et même nous, parmi les animateurs, puis Jean-Pierre et Benoît, on est tous et toutes, sans exception, en relation de supervision. On est tous le superviseur de quelqu'un ou une personne supervisée par quelqu'un d'autre dans l'exercice de nos fonctions. Donc, c'était pour nous une belle occasion de pouvoir adresser certains points, certaines préoccupations qu'on a eues au cours des dernières années dans les appels qu'on a eus, qui, comme je vous le disais tantôt, sont de plus en plus nombreux. Donc, je pense que l'information que vous allez retrouver aujourd'hui, je pense qu'elle est très pertinente.
Et un point extrêmement important parmi les objectifs que vous ne verrez pas à l'écran quand on présentera la diapositive des objectifs tantôt, c'est l'intention de la rencontre d'aujourd'hui, c'est d'amener chacun et chacune de nous à faire une réflexion sur le processus de relation de supervision. L'intention n'est définitivement pas de jeter le blâme sur la direction si ça va mal avec son adjoint ou sur l'adjoint ou l'adjointe si ça va mal avec sa direction. Donc, clairement, cette relation-là implique deux personnes et je pense que c'est important qu'on reconnaisse que dans cette relation-là, comme le titre l'indique, il y a des responsabilités et un engagement qui est partagé. Donc, c'est un petit peu le message qu'on veut souligner aujourd'hui. Et clairement, pour nous, c'est une situation qui est un petit peu délicate lorsqu'on reçoit ce genre d'appel-là, parce que vous comprendrez que si ça ne va pas bien entre une personne qui supervise puis l'autre qui est supervisée, il y a deux personnes minimum d'impliquées et possiblement ces deux personnes-là vont appeler pour des conseils ou des recommandations à notre programme, soit à moi ou à Harold. Donc, vous comprendrez que nous, notre position là-dedans, elle est quand même délicate, à savoir qu'on n'est pas là pour dire à la direction adjointe, bien, toute la faute est sur ta direction, voici ce qu'elle aurait dû faire, ou le sens contraire, lorsque la direction nous appelle puis nous dit j'ai certains problèmes au niveau du rendement de ma direction adjointe, qu'est-ce que je peux faire? Bien, encore là, premièrement, une chose qui est certaine, c'est que la même personne, Harold ou moi, on ne prendra pas les deux appels. Donc, si la première personne à nous appeler, c'est la direction adjointe, si la première personne qui est contactée, c'est moi, je prends ce cas-là, je l'accompagne, je la guide, je la conseille dans ce qui devrait se passer. Et si, peu importe quand, l'autre personne qui est impliquée dans la relation, qui a des problèmes, m'appelle, bien clairement, je ne prendrai pas ce cas-là et vous comprendrez clairement pourquoi en termes de conflit d'intérêts, ce ne serait pas dans l'intérêt des deux parties ni du programme qu'il y ait une même personne qui gère les deux cas. Donc, automatiquement, la deuxième personne qui appelle va prendre Harold ou moi selon qui a pris la première personne qui a appelé. Donc, encore une fois, c'est important de comprendre le processus. On va passer à travers certains messages qu'on va même répéter dans d'autres diapositives parce qu'on les croit importants, ces messages-là. Et dans tout ça, ben, à la fin, on va, ou même en cours de route, si vous avez des questions, comme Pierre l'a mentionné, on vous invite clairement à nous faire part de vos commentaires, suggestions, évidemment en respectant la confidentialité de votre relation et des détails sans aller dans des cas précis. On n'est pas ici ce soir pour régler des cas. On est ici pour parler d'un processus dans lequel les deux parties sont responsables et dans lequel les deux parties doivent s'engager. Donc, on veut aller dans ce sens-là et n'hésitez certainement pas à faire part de vos commentaires ou suggestions. Donc, si vous me donnez quelques secondes, je vous partage mon écran, puis on va de l'avant avec la présentation. Alors, tout le monde voit le diaporama, Jean-Pierre ou Pierre? Oui. Harold? OK, parfait. Donc, les objectifs qu'on se donne aujourd'hui sont les suivants. Donc, on parle de relations de supervision. Clairement, je pense que c'est important de comprendre les différentes étapes qui font partie d'une relation de supervision. Et notre intention, c'est de passer à travers chacune de ces étapes-là, tout en vous permettant de développer une meilleure compréhension des rôles, des responsabilités et des besoins de chacune des parties dans cette relation-là, dans un contexte de supervision. Clairement, on parle de deux personnes, donc il y a des rôles différents, il y a des responsabilités différentes et clairement, il y a des besoins différents selon qu'on est la personne qui supervise ou selon qu'on est la personne qui est supervisée. On veut en même temps, parce que ça fait partie du processus général ou global de la supervision ou d'une relation de supervision, faire la distinction et parler rapidement de la gestion du rendement et de l'évaluation du rendement. On est souvent porté à confondre les deux et vous comprendrez la différence importante entre gérer le rendement d'une personne qu'on supervise et ça peut s'adresser aussi à des membres à la direction qui supervisent
des membres du personnel ou différents membres de votre personnel. Donc, il y a clairement un élément important qu'il faut comprendre dans chacune de ces deux étapes-là qui font partie de la relation de supervision de façon générale. Et on ose croire qu'à la lecture ou à la description de ce qu'on vous présente comme contenu, bien, chacun et chacune de nous seront en mesure de reconnaître les effets et les répercussions d'une relation difficile. Clairement, ce n'est pas agréable, le climat de travail est difficile et dans le cas d'une direction et de ses adjoints dans une école, c'est évident que les membres du personnel dénotent cette relation difficile-là. Et quand on ne fait pas équipe et quand on n'est pas conscient de l'impact que ça a sur le rendement du personnel, puis la performance du personnel, qui vont être très vite à déceler, je n'appellerai pas ça le maillon faible, mais qui vont être très vite à déceler où on peut gagner certains éléments, puis où on peut nécessairement peut-être avoir plus de succès dans la demande qu'on fait. Et ça a pour effet d'affaiblir toute l'organisation. Puis c'est un petit peu un autre message qu'on veut lancer dans l'élaboration des renseignements que vous allez recevoir aujourd'hui, à savoir que votre relation en tant que superviseur et supervisé a un impact direct sur toute l'organisation. Puis ça, je pense que c'est extrêmement important de le comprendre. Je vais commencer en allant chercher 4 petites citations que j'ai tirées d'un petit bouquin dont je vous parlerai à la fin quand on parlera des ressources, qui s'appelle le Guide du management. Puis la première, elle est explicite en soi, c'est que la supervision, ça implique une relation active. Puis cette citation-là fait directement référence au petit dessin ou à mes petits bonhommes que vous voyez en haut. La relation de supervision, ça ne peut pas être à sens unique. Ça ne peut pas être quelqu'un qui supervise, qui critique, qui accompagne, qui conseille, puis que la deuxième personne qui est en situation de personne supervisée gobe, accepte, prend tout ce qui vient sans jamais pouvoir, de son propre chef ou lors de conversations ou de rencontres, exprimer comment cette personne-là se sent ou comment elle voit la relation. Donc, clairement, il doit y avoir une participation active, un engagement actif de chacune des parties dans la relation. Deuxièmement, c'est vrai que très souvent, on accorde à la personne qui supervise plus de responsabilités. On lui dit, c'est toi qui supervises, donc c'est toi qui mène la barque, c'est toi qui peux animer cette relation-là, mais encore une fois, en relation avec la citation qui est juste au-dessus, ben, c'est important que l'engagement de la personne qui est supervisée fasse partie de toute cette dynamique-là. Celle-là, je l'aime beaucoup, 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 parce que ça rejoint un petit peu le message que l'on avait tantôt, à savoir qu'on n'est pas ici pour dire qui est responsable de quoi, mais la citation, vous voyez à l'écran, et les deux petits bonhommes ou les deux petites animations, vous voyez en dessous, indiquent clairement qu'on doit percevoir cette relation-là. C'est que si c'est une relation active où les deux parties sont engagées, où les deux parties ont des responsabilités, mais il est évident que les deux doivent à ce moment-là assumer le fait qu'il y a des satisfactions ou des insatisfactions qui résultent de la relation. Je fais l'analogie avec un coach et les joueurs dans une équipe de hockey. Quand ça va mal chez mes Canadiens, c'est-tu juste la faute des joueurs ou si c'est la faute de l'entraîneur ou si chacun a une responsabilité là-dedans? Bien, je pense qu'il faut se regarder dans le miroir et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à la relation à devenir meilleure. Et à ce moment-là, si on parle d'engagement, bien, si les deux sont responsables d'un engagement puis d'une relation active, bien, les deux deviennent à ce moment-là directement responsables de tout ce qui est satisfaisant ou de tout ce qui ne l'est pas dans la relation. Si on regarde le principe de supervision, qu'est-ce que ça veut dire avec quelques éléments importants que vous voyez à l'écran? Bien, c'est toujours inquiétant pour certaines personnes quand on regarde mon petit dessin à droite, que le fait qu'une relation de supervision, ce soit une relation entre deux personnes de niveau hiérarchique différents, déjà souvent, ça crée un certain écart entre les deux personnes qui doit être brisé dès le départ. Que ce soit une surintendance qui supervise une direction d'école ou une direction d'école qui supervise une direction adjointe ou que les membres à la direction supervisent le personnel, clairement, il y a un déséquilibre au niveau hiérarchique entre les deux parties. Et ça, il faut l'accepter dès le départ. Il faut reconnaître que
s'il y a quelqu'un qui supervise quelqu'un, c'est qu'il y a des raisons légales, professionnelles ou autres qui justifient cette relation-là. Et ça, on doit le reconnaître. Puis je dis souvent à des gens qui m'appellent, mais exemple, si on est un adjoint, puis qu'il y a une décision qui est prise par la direction dans la relation ou dans les conversations qu'on a, bien, il faut reconnaître que dans une école, il y a une personne qui a le pouvoir ultime de prendre certaines décisions dans certains dossiers. Puis, quand on est le chef, ben, on n'est pas un subalterne. Donc, il faut reconnaître cet élément-là. On a parlé de relations actives tantôt. Bien, le processus de supervision exige la collaboration des personnes impliquées. Donc, toute la démarche qui s'ensuit doit faire preuve de collaboration, d'ouverture d'esprit, de conversation et de rencontres sur lesquelles on va revenir dans les prochaines diapositives. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la supervision, c'est un processus continu. On ne supère pas juste quelqu'un dans son année d'évaluation, puis on n'évalue pas le rendement, puis on ne supervise pas le rendement de quelqu'un qu'on supervise uniquement dans son année d'évaluation. Parce que si c'est le cas, on a des sérieux problèmes. Et dans ce processus continu-là, bien, il y a plusieurs actions d'observation, d'évaluation, de rétroaction, d'encadrement, de confrontation, de résolution de problèmes qui vient tout se rattacher à la relation puis dans le processus. Et tout ça, bien, il faut qu'il y ait un processus ou un suivi, une certaine forme de contrôle formel et informel. Donc, dans une relation de supervision, il y a des rencontres informelles qu'on peut se donner à tous les lundis matin ou à tous les lundis en fin de journée, selon la relation des personnes ou sur une base plus ponctuelle ou plus étendue. Mais il n'en demeure pas moins qu'il doit y avoir un processus qui est encadré, puis qui a une certaine forme de contrôle qui est exigé là-dedans. Puis là-dedans, ultimement, bien, le processus de contrôle le plus formel, c'est l'évaluation du rendement par l'entremise du rapport sommatif sur lequel on reviendra tantôt. Je pense que dans tout ça, quand on supervise quelqu'un, ben, c'est de reconnaître ses forces, de reconnaître ses talents. Puis, je pense que la raison ultime derrière une relation de supervision, si on demande à quelqu'un qui a plus d'expérience, qui a plus d'expertise, qui a un niveau hiérarchique plus élevé, c'est absolument le dernier point que vous voyez dans ma diapositive, c'est d'assurer le soutien, l'appui et surtout l'amélioration dans la relation ou du rendement ou de la performance de la personne qui est supervisée. Ça doit être, comme superviseur, votre responsabilité première et aussi la responsabilité première en termes d'engagement de la personne qui est supervisée, d'aller chercher le soutien, de faire part de ses besoins, de demander de l'appui lorsqu'on n'est pas sûr, de ne pas avoir le droit de faire des erreurs, de demander des questions, puis s'auto-évaluer ou devenir auto-efficace ou autonome pour être en mesure d'améliorer son rendement et sa performance. Et en même temps, bien, faire que la relation entre les deux parties est totalement positive et saine pour les deux. Quand on parle des fonctions du superviseur, bien, on les a divisées en trois. Et on va aller voir au cours des prochaines diapositives les détails de chacune de ces trois grandes fonctions-là, qui sont d'abord une fonction d'administration, qui est peut-être plus la composante légale, professionnelle à tout ça. Donc, certains paramètres, on a parlé tantôt dans un contexte formel et une certaine forme de contrôle, bien ça, c'est toute la composante administration que vous voyez dans mon cercle bleu. La deuxième grande fonction du superviseur, c'est une fonction d'éducation. Vous êtes là parce que probablement votre expérience est plus grande, parce que vous avez une certaine expertise, parce que vous avez certaines façons de fonctionner qu'on reconnaît en vous comme étant un modèle qu'on veut donner à d'autres personnes. Puis d'autres fois, c'est juste parce que vous êtes hiérarchiquement plus élevé. Mais il n'en demeure pas moins qu'une de vos grandes fonctions, c'est d'éduquer, d'enseigner. Puis quand on parle d'éducation, pour moi, le message est toujours le même. Il n'y a pas juste une personne qui doit éduquer et être éduquée là-dedans. C'est une. Puis je reviens à mon bonhomme du début là, avec les flèches dans les deux sens, puis la citation sur la relation active. C'est dans cette relation de supervision-là, autant la personne qui supervise que la personne qui est supervisée, les deux doivent être dans un climat d'apprentissage sain. La troisième composante, la troisième grande fonction du superviseur, c'est évidemment
peut-être plus le côté humain, le côté relation humaine, le côté émotionnel, le côté intelligence émotionnelle qui revient dans ce dossier-là ou dans cette composante-là. Et c'est toute la question de soutien qu'on doit aller chercher, qu'on doit être en mesure de donner si on est la personne qui supervise et qu'on doit être en mesure de demander et d'identifier si on est la personne qui est supervisée. Alors, si on va en détail dans chacune de ces trois grandes fonctions-là, ben, la structure, le climat d'apprentissage, on en a parlé d'avance. Vos directives administratives de vos conseils scolaires sont claires là-dessus sur quel est votre rôle, à quel moment donné vous devez faire des interventions, quelle sorte de rapport ou quelle sorte de documents doivent être préparés, autant dans les situations où ça va bien ou autant dans les situations où c'est plus difficile. Il doit clairement y avoir, et ça, malheureusement, c'est peut-être un des éléments sur lesquels on reçoit, je ne dirais pas le plus de plaintes, mais quand on approfondit et qu'on commence à questionner les gens, puis encore là, hein, nous autres, quand on reçoit un appel, on a une version des faits. Et clairement, ben, comme dans toute situation qui met en conflit ou en relation deux personnes, il y a toujours deux versions des faits. Et je reviens à ce que je disais tantôt, l'intention n'est pas aujourd'hui de dire laquelle des versions est la bonne, la meilleure, la plus juste ou la plus près de la vérité. Il en demeure pas moins que souvent, lorsqu'on pose des questions sur les modalités du modèle de supervision, qu'on arrive en année d'évaluation ou dans le partage des tâches ou de responsabilités. On arrive dans une nouvelle école. Est-ce qu'on a clairement établi, identifié les responsabilités, les tâches, les dossiers qu'on veut se partager au niveau de l'équipe de direction? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et il semble que ce soit une lacune. Est-ce qu'elle est justifiée, pleinement vérifiée? Difficile à dire, mais il n'en demeure pas moins que ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait se faire au tout début de la relation, autant que dans n'importe quelle relation avec vos membres du personnel, les gens doivent avoir des attentes, des objectifs qui sont clairs, puis s'attendre clairement à ce que si on est là, puis qu'on est supervisé ou qu'on supervise quelqu'un, bien, chacune des deux parties doit clairement savoir quel est son rôle, quelles sont ses responsabilités. Puis tout ça, bien, ça se fait dans un contexte qui est régi par la loi sur l'éducation, qui est régi par la loi sur l'Ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario en rapport avec les normes et les règles de l'éthique. Donc, c'est un petit peu toute la dynamique ou la composante administrative des fonctions dans une relation de supervision. En termes d'éducation, je le disais tantôt, en plus d'aider la personne supervisée à intégrer ses connaissances puis à développer ses compétences, bien, clairement, souvent, les personnes qui arrivent nouvellement nommées dans une école, soit à titre de direction, soit à titre de direction adjointe, bien, ces personnes-là nagent plus ou moins dans la théorie depuis un bout de temps. On a suivi notre PQD 1, notre PQD 2, on était enseignant, on avait des rôles, des responsabilités clairement définis comme enseignant, mais comme je le dis aux gens de PQD, quand on parle un petit peu de compétences puis de développer ses compétences professionnelles, c'est toute une autre game, c'est toute une autre dynamique que d'arriver à la direction. Et effectivement, comme personne qui supervise, vous devez intégrer la personne qui est supervisée à faire le transfert des connaissances. Quand on est enseignant, si on veut savoir si nos enfants ou nos élèves ont appris, bien, on ne veut pas savoir s'ils sont capables de nous répéter de A à Z ce qu'il y a dans le tableau. On veut savoir s'ils sont capables de prendre ce qui est dans le tableau puis de l'appliquer dans des situations ou des mises en cause ou des mises en pratique. Donc, c'est un petit peu la même chose dans une relation de supervision. Vous devez aider cette personne-là à identifier les comportements, les valeurs, les habiletés propres à la tâche, mais aussi au conseil. Je disais tantôt, moi, j'ai eu, pas si on peut appeler ça une chance ou une malchance de faire toute ma carrière dans le même conseil scolaire. Mais si quelqu'un arrive d'un autre conseil scolaire, il est très probable que certaines valeurs, certains comportements, certains éléments au niveau de l'exercice des fonctions soient légèrement ou des fois même radicalement différents de ce qu'on a fait dans notre conseil précédent. Donc, en ce sens-là, c'est votre rôle comme superviseur d'aider la personne supervisée à identifier ces éléments-là, à identifier également les ressources, les stratégies qui sont accessibles ou disponibles si jamais on rend
on se retrouve dans une situation parce qu'encore là, il peut y avoir des différences importantes dans la façon de chacun des conseils de procéder. Donc, d'identifier ces ressources-là et ces stratégies-là, c'était quelque chose d'extrêmement important parce qu'on ne veut pas tout leur donner cuit dans la bouche, comme on dit. On veut à un moment donné développer leur autonomie et en identifiant ces ressources-là, ben, on les laisse aller puis on intervient au moment approprié. On parle d'occasion d'exercer un leadership pédagogique. Ben, il y a certains dossiers que vous allez leur donner ou qu'on va vous donner comme surintendant à une direction d'école. Même principe. Donc, c'est important de développer cette autonomie-là, puis de développer chez vous votre capacité de régler vous-même les problèmes. Troisième et dernière fonction, c'est la fonction que j'identifiais tantôt comme étant celle qui est peut-être plus rattachée au côté intelligence émotionnelle, relations humaines. C'est clair que si on veut amener quelqu'un, appuyer, le soutenir, l'aider à s'améliorer, puis ça, vous vous souviendrez que c'était un de mes éléments les plus importants dans la fonction de supervision. Bien, comme superviseur, là, vous avez un mandat très clair qui est celui de créer une atmosphère où la personne qui est supervisée va pouvoir vous parler, va pouvoir vous faire part de ses inquiétudes, de ses ignorances professionnelles, parce que clairement, quand on arrive nouvellement nommé dans un poste, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, puis on a besoin d'avoir quelqu'un, puis à un moment donné, on a besoin d'être très honnête et dire, écoute, j'ai telle situation, je ne sais pas quoi faire, j'aimerais avoir ton aide, puis si cette personne-là n'est pas en mesure de vous aider, on va vous parler du programme de conseil professionnel d'Harold et moi, puis clairement, vous êtes en mesure de faire appel à nous. C'est important aussi d'avoir des divergences d'opinion, je l'ai mentionné tantôt. Cette personne-là doit être capable de donner son opinion et de vous expliquer pourquoi, qu'il y ait des débats respectueux dans cette divergence d'opinion. Puis s'il y a des conflits, pour moi, un conflit, c'est quelque chose qui doit être perçu comme positif. Un conflit, à la base, c'est une divergence d'opinion. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une bataille. On doit instaurer quelque chose, une politique, une procédure dans l'école. On doit discuter d'une façon de procéder face à certaines situations. C'est correct d'en parler, c'est nettement correct de ne pas avoir la même opinion. Mais dans tout ça, et c'est là le plus important, puis ça revient à quelque chose que j'expliquais précédemment, lorsque la porte s'ouvre, puis que vous sortez de vos bureaux, puis vous allez sur le terrain de bataille avec votre personnel, c'est extrêmement important dans le respect de la dynamique d'une équipe qui travaille ensemble, qui collabore, que le même message passe au personnel. Mais pour être en mesure de maximiser les chances d'avoir cette harmonie-là, ben, il faut donner la chance à la personne qui a des opinions différentes, puis qui a des façons différentes de voir les choses, de s'exprimer. Et ça, votre rôle comme superviseur, c'est de créer cette atmosphère-là. Puis comme personne supervisée, ben, c'est à vous de la cultiver, cette atmosphère-là ou ce climat-là, puis de ne pas avoir peur de parler. On a parlé d'augmenter la capacité d'autonomie, tout ça, d'assumer de façon efficace. Harold va parler tantôt de l'importance de l'intervention dans une relation de supervision. Je ne m'attarderai pas là-dessus, mais on va revenir sur à quel point c'est important, encore une fois, de ne pas attendre l'année d'évaluation pour augmenter cette capacité-là de la personne à s'organiser et faire de façon efficace son travail. Quand on dit faire preuve d'empathie, ce n'est pas nécessairement faire preuve de sympathie, puis tout pardonner, puis tout excuser les erreurs. Faire preuve d'empathie, c'est essayer de comprendre pourquoi la personne agit, pense ou réagit de telle façon. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord, encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas intervenir. Ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de corriger plutôt que de punir. Puis on va revenir sur cette composante-là également plus tard. Mais clairement, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené la personne supervisée à penser, agir ou réagir ou à parler de cette façon-là. Il y a des moments difficiles, vous le savez, vous êtes présentement, puis vous avez toute notre compassion, puis notre admiration à nous qui sommes à la retraite, puis qui ne sommes pas dans des écoles dans cette période difficile qu'est COVID, puis tout ce qui se rattache à ça. Mais clairement, il y a des moments difficiles où on doit juste laisser à la personne l'occasion de parler, de faire le vide pour libérer un petit peu le stress et l'anxiété auquel elle est confrontée,
Puis à ce moment-là, ben, le soutien émotionnel, c'est juste d'être là quand on a besoin d'en parler. Ça, je pense que c'est une autre fonction importante qui relève là, du soutien que vous devez créer, cultiver puis alimenter en tant que superviseur. On a parlé de rencontres ou de rétroactions fréquentes, concrètes et directes. Harold va parler tantôt des interventions, des rencontres. Ça aussi, ça fait partie de toute la question de faciliter l'auto-analyse et de confronter la personne supervisée pour qu'elle prenne connaissance de ses décisions, de ce qui a motivé ses décisions, puis du pourquoi les prochaines fois que cette situation-là ou une situation semblable se présente, pourquoi il se serait préférable ou fortement recommandé ou même imposé d'agir ou de réagir différemment. Parce qu'on le répète, on est nouveau dans le job, on est supervisé, on peut faire des erreurs, on a le droit à l'erreur, mais il faut aussi être assez, comment je dirais, honnête pour reconnaître que si on a mal agi, s'il y a des choses qu'on doit changer, bien, il faut être confronté des fois à ces choses-là. Puis évidemment, dans la façon de confronter quelqu'un sur une situation qui n'est pas facile, puis d'avoir des conversations courageuses, bien, ça aussi, ça demande toute la question d'intelligence émotionnelle de la part de celui ou celle qui le fait. Moi, je dis tout le temps, la reconnaissance, c'est le moteur de la performance. Bien, si on intervient, il ne faut pas juste intervenir dans les moments où ça va mal, il faut intervenir aussi dans les moments où ça va bien, puis féliciter la personne, puis reconnaître les bonnes choses. Ça aussi, ça fait également partie de toute la composante de soutien émotif, émotionnel qu'on doit établir ou qu'on doit soutenir. Puis finalement, bien, tout ça, ça se fait avec une attitude positive, aidante, mais ferme lorsqu'on a besoin d'être ferme. Puis tout ça en lien avec l'objectif de soutenir, appuyer et de venir aider la personne à améliorer son rendement ou son comportement. Donc, au cours des prochaines, moi, j'ai parlé des grandes fonctions. Là, je vais finalement laisser la parole à mon collègue Harold pour lui permettre de vous parler des rôles, des responsabilités et des besoins des personnes qui s'engagent dans une relation de supervision. Alors, Harold, c'est à toi, mon ami. Merci, Denis. Je prends quelques secondes pour me présenter. Harold Robert, 30 ans d'éducation, presque tout dans la région de l'Huronie, un beau coin de la province, sauf pour le 6 pouces de neige qu'on a eu hier soir. 17 ans à la direction, presque toujours au secondaire. Et depuis 2018 que j'ai pris ma retraite, je travaille avec la DFO, avec mon collègue Denis. C'est à moi qui vient la tâche de vous parler des rôles du superviseur ou de la superviseure. Nécessairement, le ou la superviseur est un modèle pour la personne supervisée, en plus d'être des ressources et un consultant. Vous allez remarquer qu'on a indiqué que certains rôles à jouer seraient un rôle d'éducateur, d'entraîneur, de parrain, de conseiller et d'agent de confrontation. Je vais prendre quelques temps pour parler de chaque rôle et quand on les utilise et comment. Si je commence avec le rôle d'éducateur. Le superviseur éduque la personne supervisée à faire des liens entre les situations pratiques et les concepts théoriques. Si je prends par exemple, PQD1, PQD2, beaucoup de théories. Donc, la direction accueille ces personnes qui ont de la théorie et qui doivent essayer de faire un mariage entre la théorie et aussi le pratique. Donc, quand est-ce qu'on ferait ça? C'est lorsque la base théorique est en place, mais avec une expérience pratique limitée. Un petit nouveau ou une petite nouvelle qui arrive en poste, le niveau de confiance un peu faible, c'est à ce moment-là qu'on est des éducateurs. Comment on met l'accent sur l'apprentissage pour stimuler la personne supervisée à utiliser de nouvelles connaissances spécifiques, à offrir un modèle, puis aussi offrir des occasions de pratiquer. OK? Entraîneur. Quand est-ce qu'on serait un entraîneur? Le superviseur ou la superviseure va entraîner la personne supervisée de sorte à ce qu'elle développe son autonomie. Quand est-ce qu'on ferait ça avec la personne supervisée? Lorsqu'on voit qu'on doit perfectionner ses habiletés de base, où est-ce qu'on peut commencer à cerner certains défis? Comment qu'on le ferait? Toujours en guidant doucement, en proposant des solutions. Et à mesure qu'un certain niveau de confiance
est acquis, on peut augmenter petit à petit les défis de plus en plus complexes. On peut fixer des buts, mais on va toujours placer la personne supervisée en position de succès pour qu'éventuellement, la personne peut arriver à faire une auto-analyse. Parrainer. Donc, là où la superviseure parraine la personne supervisée pour contribuer au développement de sa responsabilité professionnelle. Quand est-ce qu'on ferait ça? C'est lorsque la personne supervisée aurait atteint une pensée professionnelle plus mature, démontre une capacité de trouver de l'aide, fait face à des situations complexes, puis démontre une collégialité. Comment permettre aux stagiaires de travailler de façon autonome, sous supervision, comme des raisons, offrir plus d'expérience de gestion. Quand est-ce que le superviseur ou la superviseure deviendrait un conseiller? Lorsque la personne supervisée on adopte le modèle de conseiller. Lorsque la personne supervisée, on veut avoir un engagement plus accru pour mener à un redressement d'une situation. OK? Habituellement, ceci sera fait quand le rôle d'éducateur puis le rôle d'entraîneur n'a pas bien fonctionné. Fait que là, c'est plutôt un rôle qu'on jouerait lorsque les choses vont moins bien. Vous allez remarquer que peut-être les défis de la personne supervisée commencent à nuire à son rendement, puis aussi à nuire à l'équipe. C'est à ce moment-là qu'on voudrait faire peut-être un redressement plus rapide. À ce moment-là, comment est-ce qu'on fait ça? On met l'accent sur le problème ou le défi et non sur la personne. On reste positif et encourageant, puis on offre du soutien. Et c'est à ce moment-là que c'est primordial d'être vraiment structuré dans son approche. Et agent de confrontation, le titre le dit déjà, le superviseur ou la superviseure doit confronter la personne supervisée. Lorsque les problèmes de rendement persistent, la personne supervisée semble incapable de satisfaire à vos attentes qui ont été claires et précises. La personne supervisée est en voie d'échec et commence à nuire à toute l'atmosphère de travail. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Il faut tout de suite mettre de l'avant les contradictions de qu'est-ce qu'elle pense et qu'est-ce que vos attentes sont et comment se fait qu'ils divergent. Donc, ça, il faut mettre ça au clair. Il faut maintenir comme des raisons une attitude positive, aidante, mais d'être ferme. C'est ce moment-ci où on commence à dire, écoute, on a parlé d'attente, puis on n'est vraiment pas sur la bonne voie pour les atteindre. Puis, qu'est-ce qui est le plus important, c'est de demeurer calme. Ça, c'est très important. Denis, bon, voilà les besoins de la personne supervisée. Okay? La personne supervisée doit se sentir acceptée, reconnue, appréciée. Et j'ajoute toujours, elle doit se sentir importante au sein de l'équipe. Il faut apaiser ses insécurités, identifier et communiquer clairement ses besoins, autant de mes besoins à moi comme superviseur et les besoins de la personne qui est supervisée. À nous, nous devons donner des descriptions très claires des tâches et responsabilités et des dossiers. Plus claires sont ces tâches-là et ces responsabilités, plus claires seront les attentes. Il faut réfléchir sur la façon de recevoir de la critique. Puis là, qu'est-ce que je parle de? C'est à nous de vérifier l'intelligence émotionnelle de la personne qui est supervisée pour voir, OK, comment est-ce qu'elle va recevoir la critique ou est-ce que développer une approche pour que ça soit aidant. La rétroaction, la validation, des rencontres ponctuelles, c'est des besoins sans aucun doute. On veut que la personne qui est supervisée devienne autonome. On veut quand même leur donner une liberté d'action tant et si longtemps qu'on peut réaliser que c'est qu'ils se dirigent dans qu'ils vont atteindre les attentes qu'on a conçues ou qu'on leur a demandées. On parle de s'auto-évaluer. Dans un monde parfait, le plus vite que la personne supervisée arrive à un point où elle est autonome, connaît bien ses dossiers, est en voie pour atteindre toutes nos attentes, tous les buts qu'on s'est fixés, c'est ça qu'on vise. Mais il faut qu'elle soit capable de s'auto-évaluer pour savoir comment va sa progression. OK? Reconnaître ses apprentissages et déterminer ses besoins
Ça va des deux côtés. Quels sont mes besoins face à ces besoins? Hein? Et de l'autre côté, quels sont mes besoins pour atteindre les buts? OK? Ça nous amène aux rencontres de supervision. Tu sais, j'ai déjà mentionné qu'il fallait être clair. J'ai déjà mentionné qu'il faut qu'il y ait des attentes claires. Faut que les responsabilités, les tâches et le dossier soient clairs. Mais pour que ça arrive, il faut qu'on ait des rencontres ponctuelles, puis il faut les mettre à l'horaire. Vous le savez autant comme moi que dans une école, on est toujours dans le jus, on est toujours dérangé, on a toujours des imprévus. Quand bien même, il faut mettre à l'horaire ces rencontres-là. Il faut toujours éviter des rencontres d'intervention d'urgence ou de dernière minute. Il faut que ça soit planifié. Il faut que, si ça arrive à dernière minute, c'est là où on arrive pas trop calme, on réagit au lieu de parler de processus, on réagit à la situation. C'est pour ça qu'il faut que ça soit mis à l'horaire et il ne faut pas que ce soit à la dernière minute. On travaille toujours, lorsqu'on veut un redressement d'une situation, il faut toujours parler des faits plutôt que porter un jugement. Il faut concentrer toujours ces interventions dans le court terme. Comme ça, on peut voir s'il y a eu un redressement pour atteindre le but à court terme. D'ici la semaine prochaine, là, tu peux voir. Si d'ici fin juin, comment est-ce qu'on va voir les redressements? Il faut garder ça à court terme. J'ai déjà mentionné d'être spécifique dans ses commentaires, ses attentes. Permettre à la personne supervisée des cas de s'exprimer librement. Ça fait partie de ce que Denis disait au sujet que les flèches, là, c'est un travail d'équipe. Il faut, en quelque part, qu'ils soient capables de s'exprimer, de voir comment ils se sentent, de voir s'ils se sentent qu'ils progressent bien, s'ils se sentent qu'ils ont besoin d'aide. Denis parle souvent de suite à une rencontre, de bien élaborer les attentes. On discute, une bonne discussion. Voici ce que j'ai besoin. J'ai besoin que tu fasses pour redresser, pour que tu reviennes vers les attentes. Voici qu'est-ce qu'on a besoin de modifier dès demain. Voici les choses. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que tu as besoin d'un coup de main avec ça? OK, je vais t'aider là. Fait qu'il y a beaucoup de discussions qui ont lieu. Puis après ça, on s'en va tous, on recommence à travailler. Mais nous, qu'est-ce qu'on vous suggère fortement? C'est que aussitôt que cette conversation-là est terminée, vous avez pris des notes, des redressements, des craintes, etc. Vous les tapez et vous les envoyez à courriel avec la personne que vous supervisez. Hier, on s'est rencontrés, voici qu'est-ce qu'on a discuté, voici les attentes, voici qu'on va essayer, voici les interventions que tu as faites, voici qu'est-ce que tu m'as suggéré, voici qu'est-ce que moi je t'ai suggéré. Et on fait un compte-rendu de la rencontre, puis vous offrez à la personne. Est-ce que c'est bien et bien ça que j'ai perçu de notre conversation hier? Donc, si elle lit le courriel, non, moi j'avais perçu ça, on en discute, mais c'est une preuve écrite. Okay? C'est un processus, c'est quelque chose que la personne supervisée va pouvoir référer. C'est quelque chose que toi, tu peux référer aussi si pour une raison ou pour une autre, elle ignore complètement tes suggestions ou tes demandes de redressement. Regarde, on en a parlé. Fait que ça couvre tout le monde. Ça couvre toi à partir de tu es certain que tes perceptions et les siennes sont pareilles. Ça couvre elle parce que tes perceptions et les siennes sont pareilles. Ça couvre aussi si elle décide de ne pas le faire, la personne s'il décide de ne pas le faire, ou si la personne oublie, qu'est-ce que je te souhaite faire? Elle va voir le courriel. Ça fait que c'est un outil indispensable à partir d'une rencontre de supervision comme ça. L'importance d'intervention. OK. Rapidement, je passe à travers les bouts et les lire aussi bien que moi. C'est corriger le comportement reproché, améliorer le rendement de la personne supervisée, éviter ou éliminer l'effet d'entraînement, parce que vous savez tous que lorsqu'on commence à diverger des buts ou de l'objectif, mais peut-être d'autres personnes vont embarquer avec, ou peut-être qu'à cause qu'on n'a pas supervisé, elles prennent en bon français, une herbe d'aller pour diverger de qu'est-ce qu'on veut faire. Et là, ça les ramène. On établit un climat positif, non seulement avec la personne supervisée, mais tout au sein de l'équipe. On veut faire la promotion du redressement plutôt que des reproches de la discipline. Okay? Pas uniquement votre problème en tant que superviseur, mais toute l'organisation, ça je l'ai dit assez souvent, que quand ça ne fonctionne pas bien, surtout dans les postes de direction, c'est toute l'équipe qui paye.
Donc, on veut avoir une bonne cohésion, une bonne collaboration pour que ce soit évident lorsque le personnel regarde notre direction. Wow, ils travaillent tellement bien ensemble. Puis, comme de raison, si vous pouvez adresser les choses qui vous chicotent ou si vous adressez l'adressement que vous voulez, vous-même, vous allez mieux vous sentir parce que vous allez être proactif. Vous allez vous sentir comme, OK, ça ne l'est pas bien, mais là, oh, on s'en va dans la bonne, OK, on est reparti. Fait que votre bien-être personnel va être mieux pour ça. Denis, je te cède la parole. Merci. Un des objectifs qu'on vous a présenté dans une des premières diapositives, c'était justement de venir adresser un petit peu la question de gestion du rendement, puis toute la question d'évaluation du rendement. Et le petit tableau que vous voyez à l'écran là, revient non seulement sur la distinction entre ces deux éléments-là par rapport à la gestion du rendement qui est un processus continu où on veut évaluer au jour le jour, par des interventions ponctuelles, des rencontres ponctuelles, comment une personne s'accomplit ou comment une personne accomplit ou respecte les attentes qu'on avait envers elle ou le travail qu'elle est censée, alors que l'évaluation du rendement, elle, qui est une des étapes de la gestion du rendement, c'est un processus qui est ponctuel à tous les 5 ans ou peu importe quand on arrive dans un conseil scolaire. Puis lui, ben, c'est habituellement des rencontres un peu plus formelles avec la rédaction d'un formulaire ou d'un rapport afin de identifier clairement quels sont les points forts et les points qui sont à améliorer. Puis dans tout ça, on revient encore une fois sur toute la question de responsabilité. Hein. Gérer le rendement et éviter d'intervenir, c'est de la gestion de risque. Donc, plus on attend, moins on est ferme ou moins on est clair dans nos interventions, bien, on laisse aller les choses et il y a toute une question de responsabilité face à des risques auxquels les étudiants s'exposent quand on supervise un membre du personnel ou face à d'autres conséquences ou répercussions qui peuvent aller jusqu'à des poursuites importantes contre les membres de la direction du conseil scolaire. Puis on a répété, je pense, assez souvent depuis le début, toute la question de responsabilité partagée. Donc, la gestion du rendement, c'est un des éléments du processus de relation de supervision. Je pense que c'est important qu'on prenne un petit peu de temps pour en parler. Puis, rapidement, quand on gère le rendement de quelqu'un, il doit clairement énoncer ce qu'on s'attend de lui. On doit le soutenir dans sa performance, être là, faire de la rétroaction. À un moment donné, par obligation légale et professionnelle, il faut aller évaluer ce rendement-là, puis apporter ou avoir encore une fois des conversations, des interventions qui s'imposent. Puis finalement, peu importe le résultat de l'évaluation du rendement, qui est le processus officiel, bien, il faut reconnaître ce qui est bon, puis il faut travailler sur le perfectionnement professionnel. Donc, toute la question du processus de gestion du rendement va dans ce sens-là. Maintenant, Harold va vous parler dans les prochaines diapositives de l'évaluation du rendement. Puis ça, je dois vous dire également que dans les appels qu'on reçoit depuis les 2 dernières années au niveau de demandes d'aide ou de conseils, un fort pourcentage de ces demandes-là nous arrivent lorsque la personne qui est supervisée, qui est évaluée, apprend qu'il y a un rapport ou une note insatisfaisante dans l'évaluation du rendement. Clairement, ça, c'est une situation qui n'est pas du tout agréable et c'est une situation, un contexte dans lequel plusieurs des appels qu'on a se retrouvent et dans lesquels on doit intervenir. Mais nos capacités d'intervention à ce niveau-là sont très limitées. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de comprendre toute la question de relations de supervision, d'engagement, de responsabilité partagée, puis de comprendre que l'évaluation du rendement, il y a un thème extrêmement important que Harold va vous présenter en conclusion des prochaines diapositives, que malheureusement, on voit trop souvent, puis je vais laisser Harold y revenir tantôt dans sa conclusion des diapositives sur l'évaluation. Merci, Denis. Je pense que Denis vous a déjà offert une assez bonne, écoute-moi, plutôt une bonne description de la différence entre les deux. Mais l'évaluation du rendement, c'est quoi au juste? C'est une obligation légale, une activité essentielle au développement optimal des ressources humaines de l'entreprise ou de l'organisation dans notre contexte de notre école. Une occasion de confirmer ou reconfirmer sa confiance dans la capacité de la personne évaluée
à atteindre ses objectifs professionnels et le moment pour discuter des ajustements à apporter au niveau du comportement et des compétences requises pour s'acquitter de ces tâches. Oh, oh. Est-ce que... Oh, je vous avais perdu pour un instant. Là, je l'ai retrouvé. Parfait. Voici les points saillants d'une évaluation du rendement. S'assurer de respecter. Et encore, on fait allusion à qu'est-ce que nous, on voit. S'assurer de respecter les modalités du processus, les avis, les énoncés de compétences, rencontres et observations, rapports sommatifs, intervalles. Pour ceux qui ont déjà fait des évaluations, vous comprenez exactement ce que je veux dire. On a des laps de temps qu'il faut respecter. Aussitôt que c'est une évaluation insatisfaisante d'un membre du personnel, le syndicat va vérifier immédiatement si tout ce processus-là a été honoré, suivi à la lettre pour trouver une faille pour être capable d'éliminer complètement cette évaluation-là. Il faut se préparer des notes. On a déjà parlé de parler de faits seulement, donc il faut avoir des notes, des documentations, des références précises sur des éléments du rendement, certaines lois politiques, administratives, etc. Ça, c'est les faits. Mieux que vous vous préparez à aller chercher une banque de faits, mieux que vous êtes capable d'élaborer une évaluation qui est juste. Mettre l'accent sur les comportements, pas sur la personne, se baser sur les forces dans la rétroaction pour aborder les domaines qui doivent être améliorés, apprendre à gérer les émotions ou l'intelligence émotionnelle. Je vais sauter directement là à le rouge. Là. Le contenu de la rencontre d'évaluation du rendement ne doit pas être une surprise. Jamais, jamais, jamais que lorsqu'on remet une évaluation insatisfaisante, que ça devrait être une surprise pour la personne qui se fait évaluer. Jamais. Donc, les conversations courageuses, on a parlé d'agent de confrontation, c'est tout ça. Là. Si vous voyez que vous vous dirigez vers une évaluation insatisfaisante, votre conversation avec elle, tous les faits que vous avez accumulés, toutes les preuves que vous avez, devrait être très clair que où qu'on se dirige dans cette évaluation-là. Et l'intelligence émotionnelle, c'est là, on parle de ça parce que vous devriez être capable de lire la personne lorsque vous avez des conversations avec. Vous devriez être capable de savoir tout de suite si elle est d'accord ou non, ou si elle comprend ou non, ou si elle pense qu'elle va avoir satisfaisant puis ça ne le sera pas. Vous devriez être capable de lire à partir de votre habileté à lire les personnes. Après ça, il faut faire les suivis pour une évaluation insatisfaisante. Encore, il faut respecter les délais et le plan d'amélioration. Si vous voyez que ça va être épineux et que déjà dans le processus, beaucoup de contestations, on vous suggère fortement d'aller chercher de l'aide ou de l'appui, autant de votre surintendance ou de votre direction, c'est la direction adjointe qui fait une évaluation, des ressources humaines de votre conseil. Et nous aussi, on a déjà aidé des personnes à formuler des évaluations, des rapports sommatifs pour bien aider la direction, pour bien passer son message. Je me permets un petit commentaire qui est peut-être très personnel là-dedans, mais tout ce qui touche l'évaluation du rendement, qu'on parle d'une direction envers une direction adjointe ou envers un membre du personnel, Harold a touché un de ces points-là, puis moi, c'en est un où j'ai toujours beaucoup de difficultés à reconnaître et à comprendre surtout comment quelqu'un peut recevoir un rapport d'évaluation insatisfaisant et être tombé en bas de sa chaise lorsqu'il reçoit ce rapport-là. Clairement, le petit encadré que vous voyez en rouge, pour moi, m'apparaît extrêmement important dans la relation de supervision. Oui, il peut y avoir, quand on dit le contenu de la rencontre, là, on ne parle pas de chaque ligne du rapport, mais clairement, il doit y avoir une façon où il doit y avoir des manquements en quelque part lorsque la personne nous appelle et qu'elle nous dise « Je suis complètement renversé, je ne m'attendais jamais à ça ». Il y a toujours la question de dire est-ce que la personne est aveugle ou innocente à ce point-là qu'elle n'a pas vu ça venir. Mais moi, je me dis tout le temps, peut-être que le message n'a pas été assez clair. Puis c'est possible que la personne pense qu'elle est meilleure qu'elle l'est en réalité ou que la personne pense qu'elle fait vraiment un bon travail. Mais
il n'y a personne qui peut demeurer insensible à des rencontres où on soulève des points et lors de ces rencontres-là, il y a des conversations, il y a des suivis en courriel très, très, très importants comme conseil, ce Carole a touché tantôt, de faire suivre toutes vos rencontres avec des membres du personnel, avec des parents, avec des personnes que vous supervisez, résumant l'objet des rencontres que vous avez eues la veille pour assurer qu'on évite toute ambiguïté, toute fausse interprétation, fausse perception. Donc, ça, c'est mon premier point où j'ai beaucoup de difficultés. Puis l'autre chose, bien, quand on parle d'évaluation, il y a aussi le suivi par rapport à une deuxième évaluation, une troisième évaluation. Et là aussi, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à concevoir que si une personne ne s'est pas améliorée entre la première et la deuxième, ou la deuxième et la troisième, ben, je reviens à une de mes diapositives au tout début. Il y a une responsabilité partagée par rapport à ça. Que quelqu'un ne s'améliore pas, ben, c'est un petit peu la faute des deux, je crois réellement, dans la grande majorité des cas. Et je pense qu'il y a une auto-inspection à faire par rapport à la démarche, par rapport au processus et à s'assurer que vraiment, il n'y ait pas de surprise, qu'il y ait tout l'appui, toutes les volontés du monde de s'engager, de respecter ses responsabilités puis de voir à améliorer. Puis si en bout de ligne, le résultat est le même, ben c'est ça qu'on veut toucher ce soir. C'est pas de dire, ben là, on va aller voir, c'est-tu la personne qui coachait qui a mal coaché ou c'est la personne qui était coachée qui a une tête dure, qui ne veut pas apprendre, qui ne veut pas changer. Il y a de ces situations-là dans toutes les relations de supervision. Clairement, ça, on s'entend là-dessus. Mais je pense qu'en bout de ligne, la réflexion qu'on veut vous amener à prendre ce soir ou en fin d'après-midi face à notre présentation, c'est de regarder ce qui aurait dû être fait et de faire une auto-évaluation de qu'est-ce qu'on a donné comme engagement, jusqu'à quel point chacun de nous a respecté ses responsabilités pour éviter qu'on arrive à ce genre de surprise-là lorsque vient le temps d'évaluer le rendement ou de faire des interventions. Parlant d'évaluation, je veux juste toucher très rapidement deux petits points. J'ose croire qu'on vous a informé ou qu'on vous a renseigné sur ces éléments-là au niveau de votre conseil, mais il y a des nouvelles exigences maintenant dans l'évaluation du rendement des directions et directions adjointes par rapport à toute la question voyons, d'équité, discrimination, anti-racisme ou quoi que ce soit. Puis autant dans votre plan annuel de croissance que dans votre plan de rendement, comme vous le voyez ici, là, il y a des nouvelles exigences et vous devez, dans chacun de ces deux documents-là, comme personne qui va faire l'objet d'une évaluation de son rendement, avoir des objectifs qui sont clairement reliés à toute la question d'équité, droits de la personne et anti-discrimination, raciste, etc. Donc, assurez-vous de respecter ces exigences-là parce que ça fait partie de l'évaluation qu'on va faire de votre rendement. Et en passant, on ne l'a peut-être pas souligné, là, mais à la fin du webinaire aujourd'hui, on va vous envoyer un courriel avec le lien pour la présentation, puis vous allez avoir toute cette information-là. Puis pour aider les deux parties dans le processus de l'évaluation du rendement, on a préparé ce petit document-là que vous allez retrouver également en annexe avec la présentation. On a pris le guide d'évaluation que vous voyez là en photo, puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a rédigé un genre de liste de vérification qui s'adresse autant à la personne qui supervise qu'à la personne qui est supervisée. Et on a repris à partir du guide qui a été mis par le ministère toutes les étapes importantes dans le processus d'évaluation du rendement. Et quand on dit que c'est un genre de checklist ou de liste de vérification, bien, vous le voyez dans le format de présentation du tableau que vous avez devant vous. Donc, est-ce que l'avis a été remis dans les 20 jours? Si c'est fait, oui, coché, allez mettre une date, allez mettre un détail, allez mettre une explication. Est-ce que le plan de rendement a été élaboré? Est-ce que le plan de croissance est évalué? Est-ce qu'il y a eu une discussion continue? Est-ce que les 3 rencontres minimales prévues par le guide ont été respectées? Oui, c'est fait. Check. Quelle date ça s'est fait? Parce que souvent aussi, une des questions qu'on pose aux gens qui nous appellent, qui ont une évaluation insatisfaisante, on passe à travers un petit peu ce guide-là, mais on leur demande, est-ce qu'il y a eu des rencontres? Malheureusement, puis encore une fois, ce n'est pas la vérité absolue, mais les gens vont nous dire, non, moi, je ne me souviens pas qu'on a eu 3 rencontres. Bien, on en parlait un peu, là, comme ci, comme ça, mais des rencontres officielles pour discuter de l'évaluation ou de quoi que ce soit,
Pour moi, ça ne s'est jamais fait. Donc, en ayant cette liste-là que vous allez cocher, que vous allez mettre des dates, que vous mettez des détails, exemple, telle date, 3 dates ici, courriel envoyé, telle date, comme Harold mentionnait tantôt l'importance du courriel. Donc, vous avez toutes les étapes importantes. Est-ce que ça a été remis en personne par voie électronique? Est-ce que ça a été remis dans les 15 jours suivant la 3e rencontre? Donc, il y a toute cette question-là de processus formel que vous devez respecter. Et à l'aide de ce tableau-là, je pense que ça vient grandement, non seulement faciliter le processus, mais surtout prendre soin de tout le côté technique rattaché à ça, qui malheureusement, souvent, est un des éléments qu'on reproche à la personne qui nous supervise ou qui nous évalue. Donc, c'est un petit peu la raison pour laquelle on voulait instaurer ou implanter ou ajouter à notre présentation ce document-là. Donc, Denis, il y a une question dans le chat. oui. Est-ce que ce document-là, ils peuvent l'accéder en cliquant sur un lien dans la présentation? En principe, ça devrait être là. Pierre, il faudra juste s'assurer dans l'envoi qu'on fait qu'effectivement, les gens puissent y accéder. Si jamais, par malheur, en cliquant sur la présentation, vous n'avez pas accès au document, s'il vous plaît, écrivez-moi un courriel. Vous avez mon adresse courriel. Je vais me faire un plaisir de vous faire parvenir ce document-là parce que je pense que c'est un outil absolument essentiel qu'on doit avoir pour prendre soin de toute la composante officielle, logistique, formelle de l'évaluation. Et clairement, là, on veut que vous vous en serviez. Puis, j'ose espérer que vous allez en faire. Puis, vous pouvez aller ajouter des choses, des cases à la fin, hein, le tableau, là, la liste, je pense qu'elle est pas mal complète. Je ne pense pas avoir oublié un détail important là, dans la procédure, mais à tout le moins, vous pourrez vous-même aller ajouter des éléments que vous voulez ajouter à ce tableau-là, puis vous en servir là, à bonne escient. Denis, je suis dans la présentation. C'est à quel diapo? C'est-tu le guide des exigences et modalités? Oui. C'est Oui. ça? OK. Oui. Fait qu'ils vont avoir accès, mais moi, puis toi, il va falloir retravailler les paramètres pour que OK. tout le monde, que le lien puisse. Alors, inquiète-toi pas, Étienne. Je vais faire ça tout de suite après la présentation avec Denis OK. aujourd'hui. Ça va être disponible, là, je vous le garantis. Parfait. Harold? Oui, oui. Je commence avec la photo. La photo est parfaite. Si on regarde la photo, puis on garde ça comme une représentation d'une personne qui travaille pour que vous supervisez, que ça ne va pas bien, mais c'est à vous de mettre le doigt pour s'assurer que ça l'arrête avant que tout s'écroule. On a ajouté quelques citations que vous connaissez bien, telles que mieux vaut prévenir que guérir. Une personne avertie en vaut deux. Trébucher peut prévenir une chute. Il est plus facile et moins dommageable de prévenir une erreur que d'en obtenir la réparation. On doit intervenir quelquefois pour corriger, non pas pour punir, mais pour prévenir. Quand on parle de prévenir, c'est le doigt là, qui maintient que toute l'équipe s'effondre. Toute la question aussi de l'effet domino là-dedans. Hein. Clairement, on ne veut pas que tous les bâtons s'écroulent, mais l'effet domino, quand le premier bâton frappe le deuxième, c'est pas pire, mais quand les 4 premiers frappent le 5e, ça tombe plus fort, ça tombe plus vite. Donc, dans les interventions, dans la relation, c'est un des éléments qu'on voulait absolument toucher. On s'arrête ici. Pierre, c'est le moment. Donc, il nous reste peut-être 2-3 diapositives. Là, on ne veut pas vous garder trop longtemps. Un autre 2-3 minutes, on va avoir fini. Mais pour nous, c'est vraiment important d'avoir votre rétroaction sur la présentation d'aujourd'hui. Donc, Pierre a mis ou est en train de mettre dans le chat ou le clavardage le lien pour accéder au sondage. Il y a 5 petites questions. Ça va vous prendre maximum 45 secondes pour répondre à ces 5 petites questions-là. Je vous demande tout de suite, j'arrête de parler, je vous demande de cliquer sur le lien dans la discussion, dans le chat, aller remplir le sondage et on vous revient en conclusion dans 45 secondes. Le lien est dans le clavardage ainsi que le lien vers la présentation. Alors, 45 secondes. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Rou, do, 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 do. Tch, tch. Voilà. Chanson thème très connue.
d'une belle émission animée par un Canadien pendant des années. Donc, on vous donne un autre petit 15 secondes. Là. Honnêtement, le sondage se répond très rapidement et pour nous, c'est important. Il n'y avait pas beaucoup de questions, mais quand même des questions sur le format, sur la date, pas sur la date, mais sur l'heure de la journée, puis la durée. Et évidemment, on vous invite à nous faire part de vos commentaires si vous ne l'avez pas déjà fait dans la discussion, le chat, ou de nous les faire parvenir individuellement à Harold et moi par la suite. Donc, je ne sais pas si, Pierre, il y a d'autres questions ou commentaires dans le chat comme c'est là. Mais nous, je vous mets ici rapidement, que vous allez retrouver dans la présentation, le lien vers les 4 ressources qu'on a utilisées pour préparer notre petit atelier cet après-midi. Je vous parlais tantôt de ce petit guide de 64 pages. Je vous recommande fortement que vous soyez superviseur ou supervisé, de mettre la main sur ce petit bouquin-là. Ça fait partie d'une collection. Je pense qu'il y a 10 ou 12 petits guides là, sur différents aspects du management. Et à l'intérieur de ce petit outil-là, il y a plusieurs tableaux qu'on peut remplir, qu'on n'a pas présentés ici, mais que vous pourrez aller chercher puis travailler avec votre relation de supervision, superviseur-supervisé, pour vous servir de ces tableaux-là comme outil de développement dans votre démarche de supervision. On a parlé du guide du ministère. Il y a un petit article également très court, mais sur lequel on s'est grandement basé pour aller chercher plusieurs éléments de notre présentation. Puis le dernier, il y en a peut-être qui connaissent déjà parce que je l'ai déjà présenté. Ça s'appelle Verbal Judo, The Gentle Art of Persuasion. C'est un outil, encore une fois, qui date, mais ce n'est pas parce qu'il remonte à 1994 que ce qu'on retrouve là-dedans n'est pas utile. C'est vraiment une belle façon de comprendre jusqu'à quel point ce qu'on dit et la façon dont on le dit peut avoir un impact incroyable sur la relation ou les relations qu'on entretient avec les personnes qui travaillent avec nous ou qu'on doit superviser. Donc, je vous encourage fortement à aller voir cet outil-là. Puis, en guise de conclusion, on vous l'a déjà dit, le programme est là, nos numéros de téléphone sont là, nos courriels sont là. Attendez pas quand vous sentez qu'une relation commence à prendre un tournant qui est inquiétant, que vous n'êtes pas certain de ce qu'on vous demande de faire ou de ce que vous pouvez demander à quelqu'un de faire. S'il vous plaît, on est là pour vous aider, pour vous accompagner, vous guider et surtout vous faire connaître vos droits et aussi vos obligations dans la situation difficile que vous vivez. On est là, comme le dessin le montre, là, pour vous aider à monter la côte puis à traverser les moments difficiles. Et Dieu sait que depuis 1 an ou 2, il y en a beaucoup de ces moments-là. Donc, certainement, on ne voudrait pas que la relation de supervision soit un boulet qu'on traîne à nos pieds là, pendant toute notre durée ou notre présence dans un poste. On veut vraiment s'assurer que tout aille dans le meilleur des mondes. Donc, ceci étant dit, s'il n'y a pas de questions au nom d'Harold, de Jean-Pierre, de Benoît, notre DG, et en mon nom personnel, je veux vous remercier d'avoir pris le temps à cette fin de journée qui est souvent très longue, mais s'il y a des gens que vous connaissez qui s'étaient inscrits ou qui n'ont pas entendu parler de la présentation, on fait une dernière présentation le 6 décembre prochain, donc dans 2 semaines, un lundi. Donc, si vous avez aimé ça, parlez-en. C'est la meilleure publicité puis la meilleure service que vous pouvez rendre à quelqu'un que vous connaissez qui est dans une relation de supervision qui va bien ou qui est difficile, mais qui profiterait sûrement, là, je pense, des conseils puis des ressources qu'on vous a présentées aujourd'hui. Alors,